C'est vrai que je ne m'imaginais pas, il y a quelques années, avoir cette forme d'engagement, puisque j'avais une autre conception de la façon de faire la politique. Je me disais que, évidemment, je dirige un réseau qui travaille sur les politiques de pêche en Afrique de l'Ouest. Et j'étais convaincu qu'il est possible, encore dans nos pays, de créer des cadres de concertation et de dialogue pour permettre aux acteurs de la vie économique de participer à l'élaboration des politiques, de pouvoir faire prendre en compte leurs préoccupations dans les politiques publiques qui sont mises en œuvre. Nous avons travaillé pendant quand même, ça fait maintenant plus de 20 ans à peu près, pour que le pêcheur africain, le pêcheur sénégalais participe véritablement dans l'élaboration de ces politiques publiques, en créant des espaces de dialogue, de concertation et en faisant des études. Et cela, les espaces de dialogue et de concertation, évidemment, à plusieurs niveaux, même au niveau national, faire venir les pêcheurs de Saint-Louis, des autres localités de pêche, pour rencontrer les ministres, participer, en tout cas maintenir une dynamique de participation. Mais cette approche a véritablement montré ses limites, puisque nous nous sommes rendus compte, quand même de façon ironique, que le principal obstacle aujourd'hui à la participation des acteurs dans l'élaboration de ces politiques constitue véritablement les acteurs étatiques et gouvernementaux, s'ils n'ont pas véritablement la volonté de faire les choses de façon transparente et s'ils n'ont pas véritablement cette volonté de traduire les préoccupations de ces acteurs à la base dans les politiques publiques et qu'elles soient mises en œuvre dans l'intérêt véritablement de satisfaire leurs demandes et de prendre en compte leurs préoccupations. Je continue de faire ce travail avec ma casquette de directeur exécutif du REPAO, mais j'ai aujourd'hui une autre forme d'engagement pour dire que, évidemment, je ne voudrais pas faire partie des Sénégalais qui se reprocheraient demain de n'avoir pas eu une action politique, d'utiliser ce levier politique pour apporter les changements qui sont escomptés. Parce que je ne vous le cache pas, depuis plus de 20 ans, les mêmes problèmes qui sont posés dans le secteur de la pêche au Sénégal sont encore là et se sont aggravés, sans pour autant qu'on ne sente cette volonté de pouvoir changer les choses. Et donc, les conséquences, nous sommes en train de les subir. Et donc, c'est en toute responsabilité que je me trouve là aujourd'hui, en assumant véritablement cette posture. Merci beaucoup. Évidemment, aujourd'hui, cette communication que je voudrais faire et partager avec vous porte sur le secteur de la pêche, mais sur les alternatives véritablement par rapport à ce qui se fait et ce qui s'est déjà fait jusqu'à présent pour créer une véritable économie bleue. Je vais revenir sur le concept. Souvent, en parlant des problèmes de la pêche, les spécialistes pensent qu'il faudrait rester dans le secteur pour les régler. Mais aujourd'hui, les problèmes de la pêche vont au-delà du secteur de la pêche. C'est l'économie, c'est l'espace maritime qui est partagé avec d'autres catégories d'acteurs. C'est le social. Il y a tellement de préoccupations aujourd'hui qui sont là dans le secteur qui ne peuvent pas être résolues de façon interne sans qu'il y ait une interaction et une cohérence avec les autres secteurs de développement ou bien avec les autres acteurs qui évoluent dans la vie économique de façon générale. Donc, pour revenir sur le plan de ma présentation, évidemment, je voudrais d'abord, dans un premier temps, montrer que sous ce régime actuel, la crise que connaît le secteur de la pêche s'est aggravée. Et il n'y a pas véritablement de mesures prises pour inverser cette tendance.
ce qui est très grave. Et montrer aussi les incohérences des actions qui sont prises par ce gouvernement pour soi-disant maintenir ce secteur sous perfusion, pour soi-disant satisfaire les besoins des acteurs de la pêche, alors qu'il n'en est rien, puisque même le pêcheur est conscient aujourd'hui, et ils le disent dans les forats au niveau local, que le régime actuel du président Macky Sall est en train d'aiguiser le couteau qui va nous égorger, en faisant semblant de nous aider, alors que nous savons que nous n'avons pas véritablement besoin de ces aides là où nous les donnons pour régler les problèmes du secteur. Je vais revenir sur ces aides et subventions qui sont données actuellement dont se glorifie ce régime et qui contribuent à aggraver la crise que nous avons aujourd'hui dans la gestion des ressources halieutiques au Sénégal. Mais dans la deuxième partie, je vais revenir sur la nécessité actuelle d'avoir une stratégie globale sur l'économie bleue. Quand on parle de l'économie bleue, c'est la pêche, mais ce n'est pas que la pêche. Dans l'espace maritime, comme je le disais, quand on parle de la pêche au Sénégal, ici, il s'agit de la pêche marine. Mais cet espace maritime est aujourd'hui partagé avec d'autres acteurs économiques qui développent également d'autres stratégies pour pouvoir tirer évidemment des biens et services que procure l'espace maritime. Et souvent, il n'y a pas une cohérence dans les approches et on reste cloisonné dans les secteurs sans pour autant qu'il y ait cette cohérence globale pour pouvoir tirer donc au mieux les bénéfices que nous pouvons avoir de cette exploitation des ressources marines et côtières, en tenant compte évidemment des transports maritimes, en tenant compte des autres biens et services écosystémiques. Mais plus récemment, aujourd'hui au Sénégal, nous avons les hydrocarbures offshore qui constituent une véritable menace pour le secteur de la pêche et qui risque d'aggraver la vulnérabilité des communautés de pêche artisanale. Donc si nous n'avons pas une stratégie globale, évidemment, les compagnies vont faire leur plateforme et sur un rayon de 12 km, les activités de pêche seraient exclues. Je ne vais pas anticiper, mais je vais revenir sur ces aspects par rapport aux hydrocarbures offshore et les impacts que ça peut avoir. Il y a le transport maritime, il y a le commerce également qui est important, qui peut jouer un levier, surtout le commerce à travers, dont la plus grande partie se déroule évidemment au niveau de l'espace maritime, notamment pour les exportations et autres. Donc revenir sur cette stratégie globale et de savoir qu'il est possible aujourd'hui de régler les problèmes, la crise que connaît le secteur de la pêche en ayant une stratégie globale sur l'économie bleue qui tient compte donc des interactions des différents secteurs qui interviennent dans l'espace maritime et évidemment s'inscrire dans une perspective également de durabilité dans la gestion des ressources, mais également des activités qui se déroulent dans cet espace maritime. Évidemment, je vais terminer par des propositions de mesures, puisque je pense que nous n'en sommes pas encore à la formulation d'un programme de notre candidat, le président Idrissa Seck, donc pour le secteur de la pêche ou bien de l'économie bleue de façon générale, mais nous avons quand même des mesures, des recommandations à faire qui, si évidemment elles sont partagées, peuvent être construites, donc peuvent servir à construire donc cette politique dans ce secteur, avec évidemment la participation des différentes parties prenantes et des acteurs qui évoluent. Donc, je disais tout à l'heure, pour revenir sur la crise que connaît le secteur de la pêche, souvent les autorités de ce pays ils reviennent sur donc l'importance du secteur de la pêche en donnant le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée qui est dégagée, donc le premier poste à l'exportation, les emplois qui sont créés, etc. Je ne vais pas critiquer
ces chiffres. Mais je veux qu'on ait une approche vraiment prudentielle par rapport aux chiffres qui sont donnés, par rapport aux statistiques, parce que d'une manière générale au Sénégal, mais par rapport aux statistiques de pêche. Quand on vous dit aujourd'hui que le secteur de la pêche réalise un chiffre d'affaires de 278 milliards. Sur ces 278 milliards, on tient compte de la production des débarquements qui se situe autour de 450 000 tonnes. Sur les 450 000 tonnes qui sont débarquées au Sénégal, on ne comptabilise pas le poisson qui est pêché par les navires sénégalais dans les autres pays de la sous-région. Il y a des questions très sensibles là-dessus, puisque aujourd'hui, les pêcheurs sénégalais, les navires de pêche et les pirogues de pêche artisanale débarquent directement au Sénégal le poisson qui est capturé dans les autres pays de la sous-région. Et aujourd'hui, la réalité est que pour les espèces démersales, côtières, c'est-à-dire les espèces les plus prisées par les Sénégalais, que ce soit le tchov, capitaine et autres, et une étude a montré qu'un poisson sur deux qui est débarqué actuellement au Sénégal n'est pas pêché au Sénégal. Je parle des espèces nobles. Les Sénégalais aiment bien le tchof. Vous allez acheter votre tchof au marché en se disant que vous consommez un tchof sénégalais. Mais vous ne pouvez pas savoir si ce tchof est pêché au Sénégal ou est pêché dans un autre pays de la sous-région. Mais je vous donne un chiffre, retenez bien, un tchof sur deux que vous mangez, actuellement, même si vous le trouvez cher, il n'est pas pêché au Sénégal. Mais ça, c'est une réalité qui n'apparaît pas dans les statistiques et que les autorités ne veulent même pas qu'on en parle. Sur cette question des statistiques, je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir très largement. Et on n'est pas là pour contester les chiffres officiels qui sont donnés et par rapport aux emplois, par rapport aux chiffres d'affaires et autres. Sur les recettes d'exportation également, on pourra démontrer très simplement que cette rente qui est générée par les entreprises de pêche qui sont là, qui bénéficient de toutes les facilités de l'État pour pouvoir exporter, les exonérations fiscales, les entreprises de pêche qui exportent ici sont imposées. Il parlait toujours tout à l'heure de la question de la fiscalité, mais elles sont toutes des entreprises franches d'exportation. Taux d'imposition zéro. Mais est-ce que ces entreprises aujourd'hui sont véritablement des entreprises sénégalaises? Cette rente qui est générée, est-ce qu'elle reste dans ce pays? Est-ce qu'elle permet de créer des emplois? Nous allons y revenir sur cette question des emplois. On vous dit dans la pêche industrielle sénégalaise qu'aujourd'hui, nous avons, oui, il faut protéger la pêche industrielle, les unités de transformation, puisque nous créons des emplois. Ils sont à peu près à 20 000. Les 18 000, plus de 18 000, c'est des journaliers qui travaillent aujourd'hui et qui peuvent ne pas travailler demain. Est-ce qu'il y a une politique qui permet d'ajuster les incitations qui sont données à ces entreprises pour leur permettre de créer des emplois de façon durable? Je pense que ça, c'est une question également qui interpelle notre collègue qui va parler tout à l'heure de la question des emplois. Mais la réalité est que si la pêche a été, dans le passé, un des fleurons de l'économie sénégalaise, le constat est que là, aujourd'hui, il est en train de crouler sous les décombres d'une mauvaise gestion. Et ça, on ne peut pas dédouaner l'État, le régime actuel, puisque, évidemment, ça ne date pas de ce régime actuel, mais ce régime actuel n'a pris aucune mesure plutôt pour inverser cette tendance ou bien pour que cette crise que connaît le secteur de la pêche, mais au contraire, ils ont pris des mesures pour renforcer, comme il l'a dit tout à l'heure, la forte extraversion du secteur, la présence des étrangers, le retour des accords de pêche, les entreprises mixtes. Ils disent que c'est des entreprises mixtes composées
de capitaux sénégalais et étrangers, mais on sait la réalité que pour la plupart, les capitaux sénégalais, c'est juste des prête-noms, mais c'est des entreprises étrangères qui bénéficient de toutes les facilités pour pouvoir s'installer, produire, exporter et expatrier la rente au détriment de l'économie sénégalaise. Donc voilà aujourd'hui la réalité. Je vais revenir également sur ces aspects. Montrer également qu'en matière de gestion des ressources marines et côtières, évidemment, le régime du président Macky Sall mène une politique qui est incohérente, qui a du mal à concilier une gestion durable des ressources halieutiques avec la création de richesses nationales. Parce que je pense que le thème de cette conférence, on parle de patriotisme économique. Qu'est-ce qui est fait dans le secteur de la pêche pour internaliser, pour domestiquer véritablement cette valeur ajoutée qui est créée dans le secteur pour que ça profite aux opérateurs économiques, mais pour que aussi le consommateur sénégalais puisse avoir accès à ce poisson à bon prix. Je pense qu'il y a cette incohérence à concilier cette gestion durable avec la création de richesses nationales et également la sécurité alimentaire. Juste pour vous donner des éléments, le déclin des stocks halieutiques. On parlait des espèces démersales qui sont pleinement surexploitées. Mais aujourd'hui, quand je parle des espèces, excusez-moi, parfois on utilise des terminologies qui sont propres au secteur. Je devrais parler plutôt du tchov, du capitaine, les djenbouer, bi nga xamni sénégalais mom lañu bëgg. Ces espèces nobles-là, ils sont depuis plus d'une dizaine d'années en situation de surexploitation. On n'arrive plus à en trouver sur le marché. Quand on en trouve sur le marché, le prix est inaccessible pour le Sénégalais moyen. Mais aujourd'hui, même les pélagiques, yaboy, comment on l'appelle encore en wolof, chinchard, djey et autres, mais les prix deviennent exorbitants. Demandez aux femmes, ou faites les hommes une petite investigation pour demander aux femmes à combien ils achètent maintenant le yaboy sur le marché. « 250. Yaboy. Donc, et encore, ce yaboy-là, si les pêcheurs de Guet-Ndar n'ont pas de licence de pêche pour aller pêcher ce yaboy en Mauritanie, il devient encore plus cher. Pour dire que cette question de raréfaction des ressources halieutiques est une réalité au Sénégal. Mais on ne le ressent pas parce que le pêcheur sénégalais est un pêcheur qui évolue dans la zone économique exclusive sénégalaise, mais évolue aussi dans les autres pays de la sous-région. Je vais revenir sur ces aspects également des accords de pêche. Mais le problème est qu'aujourd'hui au Sénégal, on a des surcapacités de pêche, aussi bien au niveau du sous-secteur artisanal qu'au niveau du sous-secteur industriel. Avant les années 90, au Sénégal, on avait moins de 10 000 pirogues. Je vous donne des statistiques officielles qui viennent du ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Aujourd'hui, on est à 22 000 pirogues de pêche artisanale. Plus de 200 bateaux de pêche, dont moins de 100 arrivent à fonctionner. Si vous allez au port de Dakar, vous allez voir les bateaux qui sont là-bas, comme des bateaux vétustes qui n'arrivent plus à aller pêcher parce que la ressource n'est plus là et peut-être qu'ils n'ont pas de licence pour aller pêcher dans les autres pays de la sous-région. Donc, comment vous pouvez imaginer qu'on ait ces surinvestissements dans le secteur de la pêche et que maintenant, le régime du président Macky Sall
halieutique ne lui permet plus véritablement de vivre, ne lui permet plus donc de pouvoir considérer son exploitation comme une exploitation donc qu'elle pourrait rentabiliser. Monsieur Ndiaye, pour rester dans le thème, je vous propose de nous dire deux choses, de nous faire des propositions et puis de nous parler rapidement des accords de pêche, en sachant que les questions du public vont vous permettre de rebondir. Bon, vous savez que c'est un sujet qui est assez vaste. J'avais prévu de faire 20 minutes, de ne pas dépasser les 20 minutes, mais je veux qu'on retienne que les politiques qui sont mises en place par l'actuel régime ne contribuent pas à régler la crise que connaît ce secteur, mais contribuent plutôt à l'aggraver. Qu'il s'agisse des subventions qui sont données pour l'acquisition de moteurs, qu'il s'agisse des subventions pour le carburant, qui aujourd'hui, ces subventions qui sont données sont estimées à plus de 9 milliards. Pour le moteur, on est autour de 10 milliards et que ce régime se glorifie de porter cette subvention à 20 milliards. Donc c'est comme si on vous faisait semblant de vous donner de l'argent sans pour autant que vous n'arriviez à rentabiliser votre unité d'exploitation. Il en est de même pour la pêche industrielle avec toutes les facilités qui sont données pour l'exploitation et ces mesures étaient mises en place dans le seul but de pouvoir faciliter l'approvisionnement du marché local. Donc il y a une incohérence et une inadéquation des politiques qui sont mises en place et qu'il faudrait revenir sur tout cela pour réorienter les aides qui sont données par les pêcheurs dans les segments qui pourraient leur permettre encore de tirer de la valeur ajoutée dans ce secteur. Je sais que El Hadj voudrait que je parle véritablement des accords de pêche, on ne peut pas trop y échapper. Mais il faut comprendre que dans la proposition que nous avons eu à faire sur la mise en place de cette stratégie sur l'économie bleue, évidemment, par rapport au secteur de la pêche, nous avons formulé donc 100 mesures qui permettraient à la fois de restaurer donc les pêcheries au Sénégal, mais également qui permettrait d'augmenter la valeur ajoutée, qui permettrait aussi de... Vous pouvez revenir sur le dernier slide que j'ai fait. Non, l'avant-dernier. Voilà, c'est ça. Donc, par rapport à la maîtrise de l'effort de pêche et la régénération des stocks halieutiques, il n'est pas normal qu'un pays comme le Sénégal, qui est un pays côtier, qui dispose de surcapacité de pêche actuellement, signe des accords de pêche avec des pays tiers tout en ayant la capacité d'exploiter les ressources halieutiques qui sont dans sa zone économique exclusive et de pleinement les exploiter. C'est une incohérence que personne ne peut comprendre. Au même moment que le Sénégal signait des accords de pêche avec l'Union européenne, je rappelle que l'accord de pêche avec l'Union européenne a été suspendu en 2006, c'est sous le régime de Macky Sall que cet accord a été renégocié et signé. Et il porte sur les espèces thonières. Au même moment, il y avait des entreprises de pêche sénégalaises qui demandaient des licences pour pouvoir exploiter ces ressources thonières. On ne leur a pas donné, mais on est parti signer avec l'Union européenne pour permettre à leurs navires de pouvoir exploiter ces ressources. Donc il y a une question de choix qu'il faudrait faire, puisque la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer stipule qu'un pays côtier peut signer des accords de pêche avec un pays tiers s'il a un surplus, c'est-à-dire des ressources halieutiques qui existent, dont les nationaux ne sont pas capables d'exploiter. Il y a un surplus. Sur ce surplus, le pays côtier peut signer des accords avec un pays tiers. Mais ce n'est pas le cas du Sénégal. Il n'y a pas de surplus au Sénégal qui justifie que des accords soient signés avec des pays tiers, alors que les bateaux sont là, ils ne peuvent plus pêcher parce que tout simplement la ressource n'est plus là.
Donc, c'est une incohérence. Je pense que dans les mesures, il faudrait que nous n'avons pas peut-être le temps de partager toutes ces mesures. Il faudrait geler ces accords de pêche avec les pays tiers pour pouvoir évaluer les stocks, voir s'il y a un surplus ou pas, s'il y a une demande nationale qui existe d'opérateurs économiques qui sont capables d'exploiter ces ressources et donner la primauté aux nationaux qui sont là. Puisque toutes ces entreprises de pêche que vous voyez sont presque sous perfusion. Sans les aides et les facilités de l'État, ces entreprises ne pourraient pas fonctionner. Alors, donc je pense que pour répondre à votre question, par rapport aux accords de pêche que le Sénégal a signés avec les pays tiers, il faudra les geler. Il faudra les geler et maintenant revenir sur cette notion de surplus qui existe dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Si ce surplus existe, et je ne suis pas convaincu actuellement que ce surplus existe pour les ressources marines et côtières du Sénégal. Il y a les accords de pêche maintenant que le Sénégal signe avec les autres pays de la sous-région. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, le secteur de la pêche, les acteurs de la pêche, il y a une certaine crainte de l'État à affronter véritablement les problèmes qui existent dans ce secteur. Pendant que les gens parlaient du renouvellement des accords de pêche avec la Mauritanie, cet accord a été renouvelé pendant plusieurs années. Si l'État avait mis les moyens et les efforts nécessaires pour la régénération des stocks halieutiques, les pêcheurs de Gendar, s'ils arrivaient à trouver la ressource, s'ils arrivaient à trouver le poisson, ils n'allaient pas avoir besoin d'aller en Mauritanie. Mais il y a une crise qui s'aggrave et ils sont obligés, s'ils ne vont pas en Mauritanie, ils ne peuvent plus pêcher, ils ne peuvent plus travailler. Aujourd'hui, la Mauritanie est consciente de la valeur économique de ses ressources halieutiques. Ce n'est pas un pays de pêche qui a une forte tradition de pêche, mais c'est un pays qui vend ses ressources aux plus offrants. Il y a les Chinois qui sont présents, qui sont aussi demandeurs des mêmes ressources que les pêcheurs de Gendar. Il en est de même pour la Guinée-Bissau et les autres pays de la sous-région. Dans le passé, ces pays n'étaient pas conscients véritablement de la valeur économique de leurs ressources halieutiques. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. La demande est très forte, notamment des pays qui sont capables de payer plus que le Sénégal pour pouvoir accéder à ces ressources. Il ne faut pas véritablement que l'on soit quand même assez dur. Il ne faut pas condamner la Mauritanie par rapport à ces négociations, mais je pense qu'il faut qu'on revienne dans notre zone économique exclusive pour savoir qu'il est possible de travailler à la régénération des stocks halieutiques au Sénégal. Ça va prendre du temps, mais je pense que si le président Idrissa Seck accède, Inch'Allah, au pouvoir, 5 ans, c'est largement suffisant pour travailler à redorer le blason et donc de la pêche au Sénégal et que ce secteur redevienne encore un des fleurons de l'économie sénégalaise. Je pense que c'est possible, mais il faut prendre le temps d'y travailler de façon sérieuse et arrêter de faire semblant d'aider et de travailler alors qu'on ne fait que renforcer l'extraversion du secteur et enrichir des rentiers qui sont là, qui ne sont là que pour capter cette rente qui existe dans le secteur et partir au détriment du pêcheur et des acteurs qui dépendent de ces ressources halieutiques. Merci, M. Gaye, merci de cette très belle présentation.